Bonjour à tous, j'espère que les vacances se sont bien passées. Comme je l'avais indiqué dans une vidéo de présentation de la chaîne, je vais ouvrir les hostilités avec un premier cycle sur l'histoire urbaine de Nantes. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'Antiquité. Afin d'éviter des développements trop longs, car je souhaite garder un format raisonnable, j'inscrirai cette histoire dans certains bâtiments et constructions emblématiques d'une époque. L'idée étant de vous présenter des marqueurs historiques qui sont pour la plupart encore visibles aujourd'hui. En préambule, je voudrais que vous sachiez que le site de ce qui deviendra Nantes a été choisi pour une raison très précise. Il permet de traverser assez facilement la Loire au fond de l'estuaire. Et ce qui était un obstacle deviendra au fil des siècles le moteur d'une histoire florissante. Il existe des installations humaines au néolithique, mais contrairement au reste de la Bretagne, où l'on retrouve par exemple des mégalithes, le site qui deviendra la ville de Nantes nous a laissé très peu de traces de cette époque. Cependant, dès le 8e siècle, une industrie métallurgique se développe. Quelques traces d'ateliers ont été découvertes près de Chantenay, du Jardin des Plantes et également de la prairie de Mauves. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la région nantaise est contrôlée par un peuple gaulois, les Namnettes. En 56, les Namnettes sont vaincus par Jules César. Les Romains vont alors latiniser le nom gaulois de la ville, qui reste malheureusement inconnu, et appelleront désormais cette bourgade Condevicnum. C'est une petite cité, moins importante que Ratiatum, qui deviendra Rezé, et qui est située sur l'autre rive de la Loire. Ratiatum est contrôlée par un autre peuple gaulois, les Pictons. Cette petite ville romaine modeste devait pourtant être pourvue d'un certain nombre de bâtiments civils et religieux. Ainsi, à Condevicnum, il devait y avoir un temple à Mars, et plus exactement à Mars Mullo, qui est une variante locale du dieu. Nous avons également retrouvé 3 inscriptions dédiées à Vulcain qui semblent également indiquer la présence d'un sanctuaire et nous avons également les traces, peut-être, d'un temple à Minerve. Il y avait également une basilique civile, un aqueduc qui alimentait en eau les fontaines et des thermes dans ce qui est aujourd'hui l'église Sainte-Croix. Condevicnum va connaître une croissance assez florissante et au IIe siècle après Jésus-Christ, elle supplante Ratiatum. Néanmoins, à la fin du IIIe siècle, plus exactement vers 275-276, la ville est assaillie par les Germains, ce qui entraîne la construction d'une enceinte gallo-romaine qui donne à la ville l'aspect d'un camp romain modeste pourvu de 4 portes correspondant aux points cardinaux. Cette première enceinte de la ville, qui avait une forme carrée, faisait 1660 mètres de long et couvrait une superficie de 16 hectares, à l'emplacement de l'actuel quartier du Bouffay. À la même époque, c'est-à-dire au tournant des 3e et des 4e siècles, la ville est christianisée et connaît d'ailleurs ses premiers martyrs, Donatien et Rogatien, en 304. Après l'édit de Milan en 313, qui marque le début de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, la ville est officiellement érigée en évêché. Mais en réalité, la fondation de l'évêché de Nantes remonte à la fin du IIIe siècle et est due à Saint-Clair vers 280. À la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, il existe un quartier administratif près de Sainte-Croix et une partie déjà religieuse autour de la cathédrale. Bien que modeste en taille et en influence, cette ville, qu'on appelle désormais Portus Namnetum, apparaît cependant sur la carte de Peutinger. Il s'agit d'une carte tracée au XIIIe siècle et qui reprend en fait des cartes romaines du Bas-Empire. On y retrouve des centaines de villes et des milliers de particularités géographiques, comme des phares, des sanctuaires, des forêts, des fleuves et même des montagnes. Et ce sont plus de 200 000 km de voies qui sont représentés. Il s'agit d'une longue bande de parchemin composée de plusieurs fragments, qui sont aujourd'hui conservés en Autriche, à Vienne. Voilà. De cette époque gallo-romaine, nous conservons donc encore des fragments de l'enceinte. Le plus important se trouve dans la cour de l'école Saint-Pierre, près de la cathédrale. Il s'agit d'un mur en pierre trapu, percé d'arches, qui est en fait composé d'un agencement de briques et de petites pierres maçonnées. Voilà, c'était tout pour ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle sera suivie évidemment par d'autres en suivant un parcours chronologique et la prochaine vidéo traitera cette fois du patrimoine. Merci.